Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce bilan des mines. Voilà, puisque le concours Mine-Pont a eu lieu cette semaine. Nous sommes le dimanche 7 mai, il est 16h04. Et donc on va faire ce bilan, sachant que j'avais déjà commencé à tourner la vidéo, mais j'ai l'enregistrement qui est corrompu. Donc voilà, c'est extrêmement triste. Je suis dépité, mais c'est pas grave. On va tout de suite commencer alors que j'ai très envie d'éternuer, ce n'est pas grave. Je dois juste tenir 1 heure le temps de faire cette vidéo. Bon, je vais essayer de la faire tenir en moins d'1 heure quand même, parce que bon. Et voilà, donc on va entamer tout de suite donc, avec le premier sujet. Donc sachant que je rappelle, la particularité du concours des mines, c'est que la plupart des épreuves font 3 heures, ce qui est pas beaucoup plus court, mais quand même plus court que les épreuves de 4 heures, puisque 3 est plus petit que 4, jusque là ça va. Mais en gros, pour dissocier entre mine et centrale, la différence essentielle, donc, c'est le temps, et c'est aussi que y a beaucoup moins de questions dans les mines. Les mines, c'est une vingtaine de questions, là où centrale, ça tourne autour de la trentaine de questions, parfois ça peut pousser jusqu'à la quarantaine de questions. Et donc, c'est pas seulement le nombre de questions, c'est aussi la difficulté, enfin pas la difficulté, mais la manière dont les questions sont posées, puisque les mines, ça tourne beaucoup plus autour du fait d'avoir de l'intuition et de connaître les trucs et astuces pour résoudre rapidement et efficacement les exercices, enfin les questions, toujours. Alors que à Centrale, ça tourne beaucoup plus autour du fait d'être super bien rodé, de connaître super bien son cours pour pouvoir enchaîner le plus rapidement possible les questions, parce qu'elles sont jamais extrêmement compliquées, mais il y en a tellement que vous êtes obligé d'enchaîner à une vitesse assez folle pour pouvoir finir un sujet. Donc on va tout de suite débuter sur ce premier sujet donc, de maths qui tournait encore une fois autour des systèmes différentiels. C'est un peu la mode cette année, j'ai l'impression. Donc un système différentiel pas linéaire, parce que pourquoi s'intéresser au programme quand on peut faire des trucs hors programme, je vous le demande. Donc on s'intéresse à ce théorème de Lyapunov, donc qui au demeurant a l'air sympa comme théorème, mais j'aurais pu très bien vivre sans, j'ai l'impression. En tout cas jusqu'à maintenant j'ai survécu sans connaître le théorème de Lyapunov, donc je ne sais pas. Mais donc essentiellement donc un sujet qui commence bien, qui commence super bien, malgré le fait qu'il se corse un peu vers la fin. Tout le début, au moins la bonne première moitié, c'est essentiellement du cours. Je vais nuancer un peu, c'est proche du cours, on va dire ça. Puisque la première partie, c'est l'étude d'une norme, on ne nous dit pas laquelle. Une norme, attention, qui est définie comme ça. Donc ça, c'est essentiellement la norme intrinsèque. Vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a qui l'appellent la norme d'opérateur. Moi, j'appelle ça la norme intrinsèque parce que c'est comme ça que je l'ai vu la première fois que je l'ai vu. Mais c'est tout. Donc, cette norme intrinsèque, norme d'opérateur, qui permet de normer, sans trop de surprise, les endomorphismes d'un espace. Voilà, ça permet de définir une norme. Ce qui est assez cool, puisqu'avec une norme, on a des espaces normés, et puis on peut faire plein de trucs avec, on peut faire plein de topologies, c'est super sympa, tout le monde s'amuse, tout le monde vit et est heureux. Mais donc voilà, essentiellement, pourquoi on la définit comme on la définit, c'est-à-dire que, il y a plusieurs manières, chacune équivalente de la définir, mais essentiellement la plus simple, c'est de dire que pour définir la norme intrinsèque donc d'un endomorphisme U, on va regarder les images sur la sphère unité, c'est-à-dire pour l'ensemble des vecteurs de norme 1, et on va regarder tout simplement le sup des normes de ces images. Voilà. Donc en gros, on regarde à quel point notre application elle devient grosse quand elle parcourt la sphère unité. Et ça nous donne une norme. On pourrait essayer de la définir autrement, mais essentiellement, le gros avantage qu'elle apporte, cette définition, c'est que si vous considérez un vecteur x et que vous voulez regarder la norme de u de x, ça, vous pouvez le majorer par la norme intrinsèque de u fois la norme de x. Et donc ça, c'est super cool, parce que ça permet de faire plein de choses. Est-ce que je vais raconter tout ce que ça peut faire ? Non, parce que je doute savoir tout ce qu'on peut faire avec, mais en tout cas, on voit que c'est utile. Et puis c'est tout. Ça permet notamment du coup de définir les exponentielles d'endomorphisme, puisque du coup, on peut regarder donc l'exponentielle sa définition en tant que série, c'est-à-dire l'exponentielle de U, on le définit comme la somme des UK puissance k factorielle pour k allant de 0 à plus l'infini. Et pourquoi ça marche bien ? Parce que du coup, si vous regardez, ça converge absolument, parce que la série des normes, c'est donc la série des normes intrinsèques de U puissance k sur k factorielle, avec la puissance qui est en dehors de la norme.
Et donc ça marche bien parce que du coup, c'est égal à exponentielle de la norme intrinsèque. Et donc tout va super bien. Donc première partie de ce sujet, donc c'est essentiellement donc l'étude de cette norme puisqu'elle va être utile plus tard. Donc essentiellement montrer qu'elle existe d'abord avec une définition, voilà, une définition qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire que donc plutôt que faire comme j'ai dit, regardez on part du principe qu'on va définir en fait que c'est le sub des normes de u de x sur norme de x où x est non nul. Comme ça la norme de x est non nulle. Et on montre essentiellement que ça c'est égal à ce que j'ai défini comme la norme intrinsèque. Donc ça, c'est pour s'assurer que ça a du sens, ce qu'on raconte. Et après, on va montrer donc que c'est une norme, voilà, sans surprise. Notamment, on peut s'en douter parce que ça s'écrit avec 3 barres, donc ça ressemble fortement à une norme. Il y a de fortes chances que ce soit une norme. Donc pas trop de difficultés pour montrer que c'est une norme. Essentiellement, tout va plus ou moins découler du fait que la norme de base que vous aviez était une norme. Et donc tout va très bien marcher pour l'inégalité triangulaire, etc. Même pour montrer que c'est défini positif, ça va très bien marcher, parce que du coup, si la norme intrinsèque est nulle, c'est-à-dire que pour tout x non nul, si on se réfère à la définition du sujet, pour tout x non nul, la norme de u de x est nulle, c'est-à-dire u de x est nul, et donc u s'annule partout, y compris en 0, par définition, et donc u est nul. Donc pas trop de soucis, et on va montrer ensuite que c'est une norme sous-multiplicative justement, c'est ce qui va permettre de pouvoir majorer la norme de UK par norme de U puissance K, c'est-à-dire que le produit des normes, la norme du produit est plus petite que le produit des normes, ça c'est cool, et par contre on n'aura jamais, bien évidemment, le fait que la norme du produit est égale au produit des normes. Pourquoi on n'aura jamais ça ? On va se référer au cas des matrices, comme ça sera plus simple pour le voir. Si vous prenez une matrice nilpotente, d'indice de nilpotence P, donc si votre matrice c'est A, A puissance P ça vaut la matrice nulle, et la matrice nulle elle a pour norme 0, donc vous savez que 0 c'est la norme de A puissance P, donc si votre norme elle vérifie ce que j'ai raconté, on aurait que la norme de A serait nulle, et donc que A serait nulle, sauf que A elle n'est pas forcément nulle si elle est nilpotente. Donc voilà essentiellement pourquoi on n'aura jamais des normes multiplicatives. En soi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, vous voyez l'idée, on aura toujours des normes sous-multiplicatives parce que c'est beaucoup plus simple. Et surtout parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Bref, et après, on introduit un truc qui est un peu en lien avec le sujet de CCINP finalement, puisqu'on introduit donc C. Alors ça m'a un peu frustré, le fait que visiblement le sujet est écrit en LaTeX, mais ils n'ont pas voulu mettre le C mathématique et le R mathématique, ils ont mis juste R et C en gras. C'était un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Donc, plus ou moins relié à la décomposition de Dunford, puisqu'on introduit les sous-espaces caractéristiques. Et donc, on a ces endomorphismes PI et QI. Donc, PI, c'est essentiellement la projection sur EI, puisqu'à X, on associe sa composante selon EI. Et QI, c'est tout simplement l'injection canonique de EI, c'est-à-dire qu'on prend un vecteur de EI et on l'envoie sans changement dans CN. Donc voilà, essentiellement ce que ça va permettre de décomposer un endomorphisme A quelconque en fonction des EI, de ces images sur les EI. Et justement pour ça on montre 2-3 trucs. Alors on montre une première inégalité qui va être utile par la suite. Mais donc surtout ce qui se passe c'est que les EI sont stables par A, ça on le montre. Et par contre après on nous parle des AI, sachant que les AI n'ont pas été introduits. Donc là j'étais un peu perplexe. Mais bon, alors, selon moi, je les ai réintroduits, et selon moi, les AI, ce que ça devait être, c'était tout simplement les endomorphismes induits par A sur les EI, ce qui fait sens, parce que tout simplement, les EI sont laissés stables par A, donc ça a du sens de définir un endomorphisme induit. Et donc, on va décomposer justement A selon donc, ces images sur les EI, puisqu'on va dire que c'est la somme des QI, AI, PI, ça repose essentiellement sur ce qu'on a montré précédemment, sur les PI et les QI, c'est-à-dire que PI, QJ, c'est l'application nulle s'il y est différent de J, et c'est l'identité de I s'il égale J. Et donc, en faisant ça, on va pouvoir décomposer A, ce qui va nous permettre de décomposer son exponentielle. Puisque du coup, on va dire que l'exponentielle de TA, c'est la somme des QI exponentielles de TAI, PI. C'est pas surprenant, pourquoi ? Tout simplement, si vous êtes un peu familier déjà avec les exponentielles d'endomorphisme ou les exponentielles de matrice, comme ça a été le cas l'année dernière aux mines, vous savez par exemple que si deux matrices sont semblables, leurs exponentielles sont semblables. Et on peut même montrer, encore
plus fort qu'elles sont semblables, mais avec les mêmes matrices. C'est-à-dire que si, au hasard, hein, si A égale P dp-1, exponentielle de A, c'est P exponentielle de D P-1. Pour montrer ça, c'est encore une fois pas très compliqué. Ça repose essentiellement sur le fait que... alors dans le cas que je viens de citer, ça repose vous mettez A puissance K, vous réécrivez ça comme PD P-1 à la puissance K, et donc c'est PD puissance K P-1, parce qu'à chaque fois vous avez les P et les P-1 qui simplifient. Ici c'est un tout petit peu différent, dans le sens où on a montré, enfin c'est différent, pas tant que ça, on a juste montré que PI QI valait l'identité de UI, et donc quand vous mettez QI AI PI puissance K, ça fait beaucoup de lettres à dire. Juste vous, à chaque fois vous regroupez 2 par 2 vos produits, et donc vous avez les trucs qui vont se simplifier pour faire des identités, et donc tout va très bien se passer. Bref, après on va montrer une inégalité sur la norme de notre exponentielle. Ça arrive de temps en temps, assez souvent, de devoir montrer ce genre de choses. C'est toujours une tannée de montrer des inégalités sur des sommes, des séries, etc. Le plus simple, c'est toujours de calculer sans norme, tout simplement. Vous calculez sans norme, et puis à la fin, alors je le dis de manière ultra pas rigoureuse, hein, mais en gros, à la fin, vous dites et tout se passerait pareil si on mettait des normes. C'est plus ou moins ça. Mais en gros, voilà, calculez sans les normes, et puis vous les mettez à la fin de manière rigoureuse, par contre. Et tout se passe bien au niveau du calcul. Et à ce moment-là, on est arrivé à la moitié du sujet. Et on est content, puisqu'on a fait la moitié du sujet. Donc, je n'ai pas plus d'arguments. Soyez contents quand vous arrivez à la moitié du sujet. Parce que c'est justement là qu'on va commencer à nous réintroduire notre bon vieux système différentiel. Sauf que là, c'est donc toujours le théorème de Lyapunov, là. Mais au lieu d'avoir juste phi qui est C1, on simplifie la vie en prenant U qui est un endomorphisme. Et on va montrer 2-3 résultats, des inégalités. Et on arrive finalement à la dernière partie. Donc on va démontrer le théorème en lui-même. Et donc toute bonne démonstration commence bien évidemment par définir un produit scalaire. Justement cette fonction B. Alors cette fonction B qui a priori a une définition qui est pas super intuitive. Quel sens ça a de mettre ce produit scalaire dans une intégrale, etc. Bon, pas besoin d'essayer de philosopher 30 ans, juste vérifier que c'est bien défini et que c'est bien un produit scalaire. Pour vérifier que c'est bien défini, essentiellement, ça repose sur Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz qui vous dit que si vous regardez la valeur absolue d'un produit scalaire, de x et de y, c'est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Pour ceux qui auraient du mal à s'en souvenir, rappelez-vous que quand vous étiez probablement au lycée vers la première, peut-être seconde, on vous a défini les produits scalaires. On vous a dit que le produit scalaire de deux vecteurs u et v, c'est le produit de leur norme fois le cosinus de l'angle entre u et v. Essentiellement, comme cosinus c'est entre -1 et 1, votre produit scalaire il est donc en valeur absolue plus petit que le produit des normes. Alors bien évidemment, en prépa, c'est dans l'autre sens qu'on définit l'angle, justement. On dit que justement le cosinus de l'angle, c'est le facteur qui passe quand on veut écrire le produit scalaire comme le produit des normes, et que c'est comme ça qu'on définit l'angle, du coup, parce qu'on va dire que votre angle θ, c'est l'arc cosinus de machin. Mais on s'en fiche. Tout ça pour dire que si vous avez un problème pour vous rappeler de Cauchy-Schwarz, rappelez-vous de la définition du produit scalaire qu'on vous a donné au lycée, elle marche très bien, pour retrouver l'inégalité. Donc, et pourquoi ça a fonctionné? Justement parce que du coup, juste avant, on a montré notre super inégalité sur les normes d'exponentielle, où on a majoré ça justement par l'exponentielle de moins alpha t. On a montré que c'était un grand taux d'exponentielle de moins alpha t avec alpha strictement positif. Et exponentielle de moins alpha t avec alpha strictement positif, ça s'intègre super bien. Parce que ça, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Toujours, comme d'habitude, vous multipliez par t carré, ça tend vers 0 grâce ou à cause, comme vous voulez, de l'exponentielle. Et donc, tout va bien. Après, on montre une petite égalité sur notre norme au carré. Voilà, la norme au carré induite par le produit scalaire, c'est-à-dire qu'on nous parle de la forme quadratique associée, ce qui n'est pas au programme, mais vous inquiétez pas, puisque on vous dit juste que c'est Q de x, c'est b de xx. Et on considère sa différentielle. Là, il fallait connaître son cours sur les différentiels, sinon il n'y avait pas moyen de raconter quoi que ce soit. Se rappeler de comment on définit la différentielle, puisque essentiellement, donc, la différentielle, c'est la partie linéaire de votre application, dans le sens où, pour calculer, donc ici, on voulait regarder la différentielle de Q en x, vous regardez Q de x plus h, et le but, c'est d'écrire Q de x plus h comme Q de x,
plus un certain truc linéaire en h, plus un truc qui soit un petit taux de la norme de h. Donc ça, c'est rapport au fait que quand on définit la dérivée, on peut regarder que en fait, f de x, c'est la même manière. Vous pouvez, si vous regardez f de x, je sais pas, on peut dire f de x, c'est f de 0 plus x f' de 0 plus un petit taux de x, quand votre fonction est dérivable. Voilà, c'est pareil. Sauf que du coup, c'est pas juste une dérivée, parce que c'est pas un nombre, mais bon, ça change pas grand-chose. Juste pour rappeler donc la définition de la différentielle. Et donc ça marchait très bien, puisque bon, si vous écrivez votre truc, b de x plus h, c'est b de x plus b de h plus 2b de xh. Et donc ça marche tout seul pour montrer ça. Après là, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans le sujet, parce que j'avais plus vraiment de temps pour donc les 4 dernières questions. Mais bon, donc je ne vais pas en parler plus que ça. C'était essentiellement des questions qui auraient pu se faire si j'avais eu, je sais pas, 20 minutes de plus. Mais c'est la difficulté des mines, c'est qu'on manque de temps cruellement pendant ce concours. Donc voilà pour le sujet de maths. Je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus, je vais tout de suite passer au sujet d'informatique. Le sujet d'informatique que j'essaie de trouver la première page. Voilà. Donc ce sujet d'informatique, qui était la deuxième épreuve, donc qui tourne autour d'un jeu, le jeu du Angier. Voilà, je ne connaissais pas ce jeu, enfin ce nom en tout cas. C'est essentiellement ça, c'est-à-dire que vous avez une grille avec des indications et vous devez colorier correctement la grille. Donc on nous montrait une version réduite avec moins de cases. Pour comprendre, c'est plus facile quand il y a juste 6 cases. Donc ici on nous montre comment le résoudre à la main, tout simplement. Donc on s'en fiche. Et ici, on nous est traité après un cas, donc avec un plus petit Angier de 6 cases. Si le focus veut bien se faire. Non, ce n'est pas grave. Première partie donc, qui tournait autour de, tout simplement, la déduction naturelle et la logique. Puisqu'en gros, on ramenait le fait qu'un coloriage soit valide, dans le sens où un coloriage valide et vérifie les indications, on ramenait ça à une formule logique. Donc voilà, il y avait ça avec un peu de déduction naturelle. C'était pas la mort, mais c'était un peu barbant quand même. Et ensuite, on attaquait tout de suite du coup la résolution du Angier de manière algorithmique. Donc on définissait un type, etc. Il y avait pas mal de définitions dans ce sujet. Quasiment à chaque page, il y a au moins une définition, voire deux. Et donc au début, c'est beaucoup de fonctions utilitaires, on va dire. Par exemple, voilà, la fonction accès. C'est quoi le nom de la fonction je sais plus, il y a un truc, on a une fonction set, une fonction get, bon bref, beaucoup de trucs utilitaires. Et c'est après que ça va commencer à se corser. On nous demande, même si on nous demande toujours de faire des fonctions, vérifier si un coloriage est admissible, etc. Et après on attaque donc la résolution naïve du truc, où tout simplement le but c'est de, si on a un coloriage valide, on essaie de l'étendre en passant à la case suivante et de voir si on peut la colorier en noir et que ça reste un coloriage suivant, ou en blanc et que ça reste un coloriage suivant, un coloriage valide, pardon. Essentiellement, c'est comme ça qu'on va l'implémenter, la première solution. Après, il y a toute une partie qui tourne beaucoup plus autour donc des automates. Voilà. On introduit du coup la notion d'extension, etc. Bon. Ça, j'avoue que j'ai moins aimé, même si bon, je l'ai quand même fait. C'était moins intéressant, je trouve, ça tourne sur les automates. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet d'informatique, même si c'était assez mignon qu'à la fin, on nous rappelle la formule de Stirling. Ça, j'ai trouvé ça très mignon. Mais voilà. Par contre, il y avait pas mal à la fin, dans l'annexe, il y avait pas mal de rappels qu'il n'y avait pas l'année dernière, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, il y a toute une page avec des rappels de trucs. Alors sur les tables de hachage, je comprends, qui rappellent les trucs, sur le module hashtable, mais sur le module des tableaux, par contre, le fait qu'ils rappellent des trucs, bon, c'est pas un drame, mais c'était bizarre. Bon, par contre, le fait qu'on nous rappelle les règles de la déduction naturelle, ça, je trouve ça assez normal, puisque franchement, qui a envie de se souvenir de ce tableau de 7 cases, pardon, pas 7 cases du tout, 4 et 4, 8, 9 cases, pardon, personne n'a envie de s'en souvenir, voilà, c'est pour ça que je ne me souviens même pas du nombre de cases qu'il y avait dedans. Mais sans plus attendre, on va passer à la suite.
puisqu'il n'y a pas eu que 2 épreuves. Ensuite, il y a eu l'épreuve de français. Voilà, l'épreuve de français pendant laquelle mon stylo m'a encore abandonné, mais je l'ai ressuscité malgré tout, même si ça n'a pas tout à fait suffi pour qu'il finisse la semaine avec moi, pendant que je ne trouve plus mon sujet de français. Si c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, voilà, je le mets dans le bon sens pour la première page. Donc, cette troisième épreuve qui durait 3 heures, l'épreuve de français, voilà. Rien d'intéressant sur cette page. Mais donc, c'était essentiellement donc, une citation de Dominique Girardot dans Travail et banalité du mal, le concept arendtien de travail. Et là, quand on lit ça, on fait tin, on nous parle de Hannah Arendt. Est-ce que nos professeurs de français ne nous ont pas rabâché son nom pendant toute l'année? Un peu. Et donc, bref, donc c'est visiblement quelqu'un qui a traité sur le travail, qui a parlé du travail de Hannah Arendt, quoi. Donc il nous dit que l'homme ne peut pas se désintéresser de ce qu'il fait, et notamment de ce que son activité produit, sans atteinte grave à la dimension humaine. Lorsque le travail est réduit au labeur, il ne reste de l'homme que l'animal qui s'affaire à se maintenir en vie, et de la société humaine que l'interdépendance impensée de la fourmilière. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'auteur est un homme ou une femme. Oui, ça va. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais ce que l'auteur nous raconte. Donc, en gros, si on devait simplifier au maximum, si c'était pas assez clair, donc, la thèse de l'auteur, c'est que l'homme doit être impliqué dans son travail, porter de l'attention à son travail, au risque de perdre plusieurs choses. La première chose, c'est plus ou moins l'homme qui perd son humanité, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'homme est réduit juste à un animal qui essaye de perpétuer son existence. Ça, c'est les conséquences pour l'homme directement, mais ça a aussi des conséquences tout entières sur la société. C'est-à-dire que la société, ça devient rien de plus ni moins qu'une chaîne de dépendance entre les hommes. Voilà. Tout du moins, c'est ce que j'ai compris de cette citation, de ce que j'ai analysé de cette citation. Bien sûr, je l'ai dit avec des mots un peu différents et des phrases un peu plus longues. Mais c'est grosso modo ça. Parce que du coup, comme d'habitude, il y a mes brouillons, voilà, vous pouvez faire pause si vous avez envie de lire. Qu'est-ce que j'ai écrit? À travers cet exposé de sa pensée, Girardot raisonne en 2 temps. D'abord, il affirme sa thèse, j'espère que c'était pas une femme. Normalement, après, j'ai dit que l'auteur, donc ça devrait aller. Il faut s'impliquer dans ce que l'homme fait, c'est-à-dire le travail, voilà, qui est exprimé à travers une périphrase, et avoir de la considération pour le résultat de son travail, au risque sinon de porter atteinte à la condition humaine. Dans un second temps sont abordées les conséquences d'un manque d'attention de l'homme envers son ouvrage. Ce dernier s'expose alors à la simple réduction du travail à une tâche dénuée de sens profond. Ça, je l'ai retiré quand j'ai écrit ma copie. Tout simplement parce que ça, c'est pas une conséquence, c'est le truc qui provoque les machins. Hein, le truc qui provoque les machins, c'est le fait de trouver dans le travail une tâche dénuée de sens profond. Donc si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Donc l'homme, voilà, sa réduction d'homo faber, d'homme artisan à animal laborant, dénué de raison et préoccupé uniquement par la perpétuation de son existence. Plus que cela, le véritable péril se trouve dans la réduction de la société tout entière en une simple chaîne de dépendance entre les hommes. Machin. Après ça continue et j'ai fait un plan en 3 temps. J'étais pas super. Alors là c'est pas du tout mon plan, c'est la suite de mon brouillon. J'étais pas super motivé, mais en gros ça tournait autour du fait que le travail dégrade l'homme, qu'il faut malgré tout s'y dédier parce qu'il permet à l'homme de transcender sa condition et qu'on peut rendre cette tâche moins pénible. C'est pas un plan qui m'a trop convaincu. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ma problématique c'était donc plutôt à la fin de mon introduction, ce que je dis, c'est que nous avons plutôt remarqué que cette interprétation du travail est presque antithétique, puisque le travail est au premier abord un acte dégradant pour l'homme. Comment peut-on vouloir s'appliquer à sa propre destruction? Et donc c'est pour ça que mon plan il s'articule comme ça, hein, puisque du coup si je dis que le truc est surprenant parce que le travail est destructeur, il faut d'abord que je montre que le travail est destructeur, sinon ça n'a pas de sens ce que je raconte. Donc je montre que le travail est destructeur, mais que l'auteur a bien raison et qu'il faut bien s'y dédier parce que ça permet à l'homme de transcender sa condition, parce que ça permet de faire ceci, cela. Et troisième partie, il faut réconcilier les deux, hein, c'est-à-dire comment peut-on vouloir s'appliquer à sa propre destruction? Si on trouve un travail adapté. Et après en ouverture j'ai dit le truc un peu classique cette année que j'ai mis dans mes copies jusqu'à maintenant, c'est que tout simplement la notion de choix est douteuse quand on aborde le travail.
hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui peut choisir son travail en tant que tel. Et donc ça remet un peu en question tout ce qu'on raconte finalement. Le fait de dire il suffit de choisir son travail, c'est une posture qui est difficilement justifiable quand on est confronté à la réalité du travail. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'était le français, et qu'on peut attaquer l'épreuve de maths 2. Maths 2 qui par contre durait 4 heures, attention, donc toujours pour la filière MP, hein, puisque la filière MPI, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Pareil pour les autres filières. Mais donc, une épreuve de 4 heures, maths 2, qui était plus dure, j'ai trouvé, que maths 1, qui tournait autour d'une généralisation des intégrales de Wallis. Les intégrales de Wallis, vous les connaissez normalement, si vous avez été en première année de prépa. Parce que moi, je crois que c'est là que je les ai rencontrés pour la première fois, probablement. Les intégrales de Wallis, c'est les intégrales donc la énième intégrale de Wallis, c'est l'intégrale de sinus puissance n. Parfois, on les trouve avec des cosinus à la place des sinus. Ça n'a pas une grande importance. Essentiellement, les intégrales de Wallis, à quoi elles servent la première fois qu'on les voit, c'est, en gros, on peut montrer un certain équivalent. Hein, c'est-à-dire que on peut montrer que IN, c'est équivalent à une certaine quantité. Justement, je crois qu'on le montre dans ce sujet. Ici, voilà, on montre que c'est équivalent à pi sur 2x, parce qu'on le tout à la racine. Mais on peut montrer pareil avec n à la place de x, bien évidemment. Et donc, cette équivalence, c'est le premier pas vers la formule de Stirling, pour des raisons dont je ne me souviens plus. Mais je sais qu'on peut montrer l'équivalent de Stirling à partir de ça, justement. Bon, bref. Donc, le sujet qui débute justement en nous introduisant ça. Donc, on nous introduit d'abord une fonction sigma qui nous servira donc à calculer la somme des inverses des carrés des entiers, à montrer que ça vaut pi carré sur 6, pour rappel. Mais on définit aussi donc cette fonction f de x. On a manqué une occasion d'appeler cette fonction w, vu que c'était les intégrales de Wallis, mais c'est pas grave, je vais juste être extrêmement triste que ce soit pas arrivé. Mais donc, première question, autour du justement ce calcul de sigma 1. Sigma de 1, montrer que ça vaut pi carré sur 6. Et on nous dit quand même de montrer que ça vaut pi carré sur 6. Voilà, on ne nous lâche pas dans la nature. Qui monte par des étapes assez détournées auxquelles on ne s'attend pas forcément, puisqu'on commence par montrer un truc, à chercher des alpha et bêta, tels que l'intégrale de cosinus nt vaille 1 sur n carré. Ça, essentiellement, pas trop de soucis, je me souviens plus des valeurs. Mais pour faire ça, vous calculez l'intégrale de t cos nt, calculez l'intégrale de t carré cos nt, et puis après, comme ça, vous avez les valeurs, et puis après, vous faites la combinaison linéaire avec alpha et bêta. Et comme ça, vous verrez en fonction de alpha et bêta la valeur de l'intégrale. Puis vous aurez juste à choisir les alpha et bêta qui conviennent bien. Je sais plus exactement, il y avait des moins 1 puissance n qui se ramenaient, et du coup, il fallait choisir les trucs de manière à ce que ça se compense, puisqu'on factorisait par moins 1 puissance n, et puis on avait je sais plus combien c'était, fois alpha plus bêta, je crois, un truc comme ça. Le tout plus un dernier bêta qui était sur n carré, si je me trompe pas. Je sais plus exactement, je vous avoue, vous savez, c'était il y a longtemps. Hein. Bref, mais donc on trouvait des choix de alpha et bêta qui permettaient d'avoir le truc qui vaut 1 sur n carré. Et pour calculer les intégrales en question, les t cos nt et les t carré cos nt, c'est des intégrations par partie. Pour le t cos nt, il y a une intégration par partie à faire, si je me souviens bien, et pour le t carré cos nt, il y a 2 intégrations par partie à faire. Donc du moment que vous connaissez vos primitives de cosinus, ça va, sachant que la primitive de cosinus, c'est sinus, une primitive, pardon. Bon, il y avait le n à l'intérieur de la fonction, donc il fallait diviser par n pour trouver une primitive, mais c'est des détails. Et ensuite, montrer la somme des cos kt, ça c'est très compliqué. Si vous voulez juste calculer ça comme ça, c'est beaucoup plus facile si vous vous rappelez que le cosinus, c'est juste la partie réelle de l'exponentielle de i fois l'argument, enfin i argument quoi. C'est-à-dire que cos θ, c'est la partie réelle de exponentielle de i θ. Pourquoi c'est beaucoup plus facile ? Parce que du coup, ça devient une somme géométrique, hein, puisque du coup, la somme des parties réelles, c'est la partie réelle de la somme. Et donc, vous avez la somme, si vous regardez juste la somme des EIKθ, ça c'est EIKT ici par exemple, ça c'est une somme géométrique de raison EIT. Et donc une somme géométrique comme ça, ça vaut toujours le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc ici votre raison c'est EIT,
Et donc une fois que vous avez fait ça, vous faites la factorisation par l'angle moitié au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire la factorisation par l'angle moitié, c'est vous dites que 1 c'est exponentielle de 0 et du coup vous factorisez par exponentielle de au numérateur ça doit être du je sais plus du combien c'est, mais au dénominateur c'est du t sur 2. Parce qu'au dénominateur vous avez du coup exponentielle de 0 moins exponentielle de it, bah ça vous factorisez par exponentielle de it sur 2 et ça va très bien. Au numérateur vous faites plus ou moins la même chose, juste il faut changer l'argument dans votre exponentielle. Les trucs se simplifient et donc sachant qu'un complexe moins son conjugué c'est 2i fois sa partie imaginaire qui du coup est sinus du truc. Et donc après tout se passe très bien. Il faut juste utiliser à la fin une formule trigonométrique pour simplifier, parce que du coup vous prenez la partie réelle de tout ça, sauf que vous avez toujours un exponentiel de i un truc devant. Et donc pour simplifier ce truc, donc vous prenez la partie réelle, ce qui fait que vous avez du cosinus sinus sur un sinus, et le cosinus sinus vous le simplifiez puisque sinus a plus b c'est sinus a cos b plus cos a sinus b. Sinus a moins b, vous faites pareil, mais il y a juste un signe qui change à un endroit. Vous sommez les deux pour avoir un cosinus sinus, et puis c'est fini. Voilà, vous êtes super content. Du coup, vous pouvez exprimer cosinus sinus en fonction d'une somme de sinus, et tout va bien. Et on peut simplifier le truc. Jusque-là, pas trop de difficultés. Partie 3, montrer ce truc-là, que c'est phi une application de classe C1, la limite de l'intégrale de phi de t sinus xt, c'est 0 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que quand votre sinus oscille de manière infinie, c'est nul. Bon, trêve de plaisanterie. Ça tourne tout simplement autour du fait que votre fonction est C1, donc vous pouvez intégrer par partie, et donc vous allez avoir un facteur 1 sur x qui va venir se ramener en primitivant votre sinus, puisque du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez dériver votre fonction phi vu qu'elle est C1, et donc le facteur 1 sur x qui va venir se mettre devant. Donc quand vous allez regarder la valeur absolue de tout ça, vous allez voir un certain truc. Vous pouvez vous ramener à un certain majorant sur x en gros, et donc quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et donc votre intégrale tend vers 0, puisque vous l'avez majoré par une quantité qui tend vers 0. Donc là ça va, et on en conclut que sigma 1 vaut pi carré sur 6, ça tourne autour du fait que sigma 1 c'est la somme des 1 sur k carré, et donc juste avant on a montré que l'intégrale de phi de t sinus xt elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et alors je me souviens plus où est-ce qu'il faudrait que je retrouve l'endroit exact dans mon brouillon, mais essentiellement on va exprimer sigma x à partir de tout ce qu'on a, et on va simplifier avec justement les questions précédentes. Est-ce que c'est ça? Non. Ça c'est si, non. Est-ce que non? Alors je vais peut-être réussir à retrouver un jour ce que j'ai écrit, ce serait pas mal. J'ai quand même conservé mes brouillons pour une raison. Oui, pardon. Oui, donc on a montré qu'on avait l'intégrale du alpha t carré plus bêta t qui valait fois cos nt qui valait 1 sur n carré. Et donc on peut tout simplement, dans notre série, remplacer les 1 sur k carré, on peut les remplacer par les expressions avec des intégrales de cosinus nt. Ensuite, on va inverser intégrale et somme en prenant toutes les précautions nécessaires. Si je me trompe pas, je sais plus exactement, mais je crois que c'était une bonne idée de passer par... Oui, c'était pas une bonne idée, c'était indispensable de passer par des sommes finies au départ, pour s'assurer que tout aille bien. Et comme ça, on va pouvoir simplifier l'expression. Quand on fait tendre n vers plus l'infini, ça revient à faire tendre. On applique le cas précédent. Pardon, je vais réexpliquer. Donc, première question, on avait trouvé une expression de 1 sur n carré en fonction d'une intégrale où il y avait du cos nt. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend une somme partielle, la somme partielle des 1 sur n carré, on va substituer les 1 sur n carré par leurs expressions avec des intégrales. On intervertit intégrale et série. Et somme, pardon. Nous, on a la somme on a l'intégrale de la somme, et notre somme de cos kt, on lui a trouvé une expression avec des sinus et un moins 1,5. Le moins 1,5, quand on intègre, il va super bien, lui, pas de souci. L'intégrale avec notre sinus, par contre, c'est plus tendu. On ne sait pas vraiment quoi en faire. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que lorsque on va faire tendre n vers plus l'infini, on va avoir essentiellement
la limite, on va se retrouver en fait dans notre question 3, on avait la limite d'une intégrale des phi de t sinus xt, puisqu'on a notre sinus de n plus 1t sur 2. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir appliquer la question 3 en prenant toutes les précautions nécessaires en intervertissant intégrale et série pour dire que donc, ça vaut 0. Ce qui fait qu'on a la moitié du truc qui est parti, il ne nous reste que le facteur moins 1,5. Le facteur moins 1,5 fois tout ce qu'il faut pour nous faire du pi carré sur 6. En gros, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est chiant. Mais voilà, en gros, c'est ça. Il faut l'écrire rigoureusement, il faut prendre toutes ces précautions et tout. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que j'avais dit un truc pas rigoureux. Oui, j'ai dit un truc pas rigoureux parce que, comme la vidéo dure 1 heure, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne dure pas 10 heures. Donc, je suis obligé de prendre des raccourcis quand j'explique les grandes lignes des choses. Voilà, je ne peux pas faire une correction entière. Bref, sur ce, on va passer aux équivalents. Les équivalents, alors là, si vous connaissiez vos intégrales de Wallis, pas de souci, parce que c'est plus ou moins exactement la même méthode pour montrer les relations fonctionnelles. Parce que par exemple, on a cette relation, voilà, x plus 1 f de x égale x plus 2 f de x plus 2. Alors, il fallait donner le domaine de définition de f. On se doutait que le domaine de définition de f, c'était i, vu que juste après, tout portait sur des x dans i. Donc, il fallait en gros montrer juste que en fait, votre sinus t puissance x, il était bien intégrable, tout allait bien sur 0 pi sur 2. Quand x était positif, pas de souci, la fonction est continue. Sur 0 pi sur 2, le segment, hein, donc fonction continue sur un segment, elle est intégrable sur ce segment, il n'y a pas de souci. Quand x devenait négatif, par contre, là, il commençait à y avoir des problèmes. Notamment parce que sinus de 0 vaut 0. Et donc, quand vous avez un x négatif, c'est un 1 sur sinus. Et donc, quand t tend vers 0, votre sinus t, il tend vers 0. Donc, vous intégrez essentiellement un truc qui explose au voisinage de 0, hein, puisque c'est du 1 sur 0 pour dire très rapidement. Mais on a un avantage, on connaît un équivalent du sinus. Plutôt, l'équivalent du sinus. Sinus t, c'est équivalent à t lorsque t tend vers 0. Donc votre sinus t puissance x, il est équivalent à du 1 sur tx en 0. Et donc là, on va juste à chaque fois conclure avec le critère de Riemann, puisque 1 sur t alpha, c'est intégrable au voisinage de 0, si et seulement si votre alpha est strictement plus grand que 1. C'est-à-dire que... attendez, non, est strictement plus petit que 1. Oui, plus petit que 1, pardon. je suis en train de raconter n'importe quoi. Il faut être strictement plus petit que 1. Donc c'est pour ça que par exemple 1 sur racine de t, ça s'intègre parfaitement. On peut même trouver une primitive, puisque vous savez que si vous dérivez racine de t, c'est du 1 sur 2 racine de t. Donc voilà. Bref, donc, et ici justement, notre domaine de définition, ça va être i, puisque du coup, quand x est dans i, x est strictement plus petit que moins 1, donc moins x est strictement plus petit que 1. Et donc 1 sur sinus puissance moins x, ça va être intégrable. Bref, des longues périphrases pour dire pas grand chose. Mais voilà. Donc comme ça on vérifie que le domaine de définition était bien i. Et pour la relation fonctionnelle, ça tourne autour donc du truc classique avec les intégrales de Wallis. C'est-à-dire que essentiellement, moi je suis parti de f de x plus 2. Parce que je préfère. Possiblement on peut le faire dans l'autre sens, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire dans l'autre sens. Sans connaître déjà la réponse. Mais en tout cas, en partant de f de x plus 2, vous avez un sinus t puissance x plus 2, vous sortez un sinus de... Voilà, comme ça vous avez sinus fois le sinus puissance x plus 1. Vous intégrez par partie pour que votre sinus devienne un cosinus. Et en dérivant votre sinus t puissance x plus 1, vous allez avoir un x plus 1 sinus t puissance x fois cosinus. Et donc ça vous donne un x plus 1 cos carré sinus t puissance x. Cos carré, c'est 1 moins sinus carré. Et donc tout va très bien, parce que f de x plus 2, ça va être x plus 1 fois votre f de x, moins x plus 1 facteur de f de x plus 2. Donc vous balancez ça de l'autre côté, ça vous donne votre x plus 2 f de x plus 2 égale x plus 1 f de x. Donc pas de souci. Ensuite, montrer que f est de classe C2, décroissante et convexe sur I. Ça pose pas énormément de soucis non plus, du moment que pour ce qu'il faut pour une fonction convexe, si vous savez montrer qu'une fonction est convexe, ça va. Pour donner un équivalent simple de f de x lorsque x tend vers moins 1,
Ben, essentiellement, ça tourne autour de notre relation fonctionnelle. Puisque du coup, ce qu'on peut dire, c'est que tant que ça s'annule pas, et a priori notre fonction ne s'annule pas, puisque c'est l'intégrale d'une fonction à valeur positive, donc ça ne s'annule pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que f de x sur f de x plus 2, c'est du x plus 2 sur x plus 1. Et donc, alors on peut le faire dans ce sens-là, on peut le faire dans l'autre. Je réfléchis dans quel sens il faut faire le quotient. Non, on va dire que f de x sur f de x plus 2, c'est du x plus 2 sur x plus 1. Et donc, quand votre x tend vers moins 1, ça vous dit que donc, f de x plus 2, bah, ça tend vers f de 1. F de 1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus. Donc ça, pas trop de soucis, vous savez le calculer. Et donc ça vous dit que votre f de x, ça va être équivalent à f de 1 sur x plus 1. Voilà. Et donc bah, c'est fini, on a un équivalent simple de f de x lorsque x tend vers 1. Ensuite, du coup, il y a montré le truc sur le produit des fn plus 1. Donc ça, si je me souviens bien, moi ce que j'ai fait, c'est que donc pour montrer cette égalité, essentiellement on a une relation de récurrence d'ordre 2 sur les intégrales de Wallis, hein, puisque bah même là on l'a immédiatement vu qu'on a montré la relation pour x. C'est-à-dire que vous avez f de n plus 2 fois n plus 2, c'est f de n fois n plus 1. Donc f de n plus 2, c'est f de n fois n plus 1 sur n plus 2. Donc vous avez cette relation de récurrence d'ordre 2, et du coup elle va super bien s'adapter quand on veut exprimer en fonction des premiers termes de la suite, puisque du coup il suffit de calculer f de 0. F de 0, c'est l'intégrale sur 0 pi sur 2 de la fonction constante à 1. Donc ça va, ça vaut pi sur 2. Et encore une fois, f de 1, c'est l'intégrale de sinus sur 0 pi sur 2. Ça va aussi. Et donc, on va pouvoir exprimer en fonction des termes pairs et impairs, on va pouvoir dire que f de 2n, on va le relier à un produit, à chaque fois un produit de plein de fractions, machin, qui remonte jusqu'à f de 0. Et pareil pour les termes impairs jusqu'à f de 1. Et donc, en faisant ça, après, on fait le produit des deux. Et donc, tous les termes vont se simplifier dans le produit. Et on va être laissé avec notre bon terme. C'est-à-dire que si vous faites f de 2n fois f de 2n plus 1, vous obtenez pi sur 2 facteurs de 2n plus 1. Et donc, c'est fini. Puisque là, vous avez tout dit, puisque vous avez fait donc le f de n fois f de n plus 1, c'est pareil que faire du f de 2n fois f de 2n plus 1. Si vous avez besoin d'être persuadé, essentiellement, un entier est soit pair, soit impair. Hein, donc, il n'y a pas trop de risque là-dessus. Pendant que j'ai du mal à m'asseoir sur ma chaise, c'est terrible. J'ai passé une semaine assis sur une chaise, mais bon. Donc, de ce côté-là, pas trop de soucis pour montrer cette égalité qui aboutit à une équivalence. Alors, on a montré que la fonction était décroissante, donc on va facilement avoir les équivalents. Pourquoi ? La manière classique de le dire, même ici pour montrer qu'elle est décroissante, c'est que si vous fixez, alors je vais le dire avec des entiers, ce sera plus évident, si vous fixez un entier n, et t qui est dans 0 pi sur 2, donc vous savez que sinus t il est compris entre 0 et 1. Entre moins 1, entre 0 et 1. Et donc, un truc compris entre 0 et 1, plus vous mettez une puissance élevée, plus ça devient petit. Donc sinus t puissance n plus 2, c'est plus petit que sinus t puissance n plus 1, qui est plus petit que sinus t puissance n. Bon, vous intégrez tout ça sur 0 pi sur 2. Déjà, ça va vous donner la décroissance de la fonction. Et surtout, ça va vous donner un super encadrement. Parce que si vous regardez bien, avec les relations que j'ai données précédemment entre les intégrales de Wallis, on remarque tout simplement que, et même ici on le voit, hein, on a f de x plus 2, c'est f de x fois x plus 1 sur x plus 2. X plus 1 sur x plus 2, ça tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f de x plus 2, c'est équivalent à f de x. Et faire attention, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas quelque chose qui arrive forcément. On n'a pas toujours qu'une fonction elle est équivalente à elle-même évaluée plus loin. Prenez, la fonction sinus.
n'est pas du tout équivalente à la fonction sinus évaluée je sais pas, en t plus 0,3. Je dis un truc au hasard. Donc ça, c'est super cool, le fait que f de x soit équivalent à f de x plus 2. Notamment parce que du coup, ça va nous permettre, donc grâce à cet encadrement, de dire que f de x est aussi équivalent à f de x plus 1 en fait. Et donc, ce qui va se passer, parce que du coup, on peut encadrer f de x plus 1, on peut l'encadrer entre f de x et f de x plus 2. Et donc, avec notre égalité présente pour tout n, on va avoir que f de n au carré, c'est équivalent à pi sur 2 facteurs de n plus 1. Et donc ça, c'est super, parce que du coup, bon, ça va pouvoir s'appliquer quand on est avec x. Et donc, tout va aller très bien. F de x au carré va être équivalent à pi sur 2x. Et comme f est positif, la fonction f est positive, ça veut dire que f de x est équivalent à racine de pi sur 2x. Bon, après, il faut la représenter graphiquement. C'était un peu bizarre d'avoir une telle question. Mais représentez-la graphiquement. Donc, si vous voulez vraiment être super précis, il faut regarder toutes les dérivées, les machins, les trucs. Sinon, juste avoir un équivalent en moins 1. Et avoir un équivalent en plus l'infini, connaître la valeur en 0 et en 1, ça nous donne à peu près de quoi tracer une représentation qui soit au moins une bonne approximation de la fonction. Voilà. Et ensuite, on regarde ces développements, des développements en série entière. On s'intéresse à des intégrales de ln de sinus t puissance n. Donc justifie que pour tout ten, ces intégrales sont convergentes. Ça, je vais pas aller en détail. Je vais mentionner quand même que du coup, après, on me demandait de calculer f' de 0 et f' de 1. Donc, ce qui se passait, c'est que f' de 0, c'était... on nous montrait aussi de montrer que d1, c'était égal à l'intégrale de ln de cos t. Ça, je vais quand même mentionner vite fait que pour le faire, c'est assez simple. Il faut juste faire un changement de variable. Voilà, faites le changement de variable u égale pi sur 2 moins t. Et c'est fini. Avec les relations entre vos fonctions, les formules trigonométriques, ça suffit. Et pour calculer f' de 0, alors là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mon cerveau qui a disjoncté quand j'ai fait cette question. Probablement la fatigue. En tout cas, je vais prétendre que c'était la fatigue et rien d'autre. J'avais très envie d'écrire que la somme de logarithmes, c'était le logarithme de la somme. Ce qui fait que j'arrivais pas à résoudre la question. Ce qui est assez stupide, parce que je sais que je l'ai déjà fait en fait, et je l'ai déjà fait au début de l'année. Bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais quand même, je l'ai déjà fait cette question. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour calculer en fait votre f' de 0, bah tout simplement vous avez deux expressions de D1, une avec du sinus, l'intégrale de ln de sinus, et l'autre c'est l'intégrale du log de cosinus. Mais en fait ce qui se passe c'est que si vous faites la somme des deux, ça vaut 2 fois D1, parce que D1 plus D1 ça vaut 2D1. Et c'est l'intégrale d'une somme de log, et donc c'est le log du produit justement. Et rappelez-vous, au tout début du sujet, on a réexprimé le produit d'un cosinus-sinus comme des sommes de sinus. Et donc tout va très bien en fait pour calculer le f' de 0 à partir de ça. Une fois qu'on a regardé qu'on pouvait faire ça, c'est fini parce que du coup on obtient l'expression de 2D1 et donc on divise par 2 et magie, 2D1 sur 2 ça donne D1. Voilà. Après le sujet commençait à partir dans des délires un peu plus avancés à base de on regarde des fonctions qui sont définies de manière un peu chelou. Voilà, par exemple on a cette fonction, on va regarder, on va montrer que donc la fonction phi elle est définie, voilà, c'est le log de a carré cos carré de x plus b carré sinus x au carré. Bon, là je vais pas rentrer dans les détails, c'était beaucoup de questions où il fallait rédiger beaucoup de trucs, et pour être tout à fait honnête, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça dans le sujet. J'ai touché à la partie 4, mais bon, sans aller très très loin non plus. J'ai un plus ou moins survolé. Et après, je suis allé faire un peu la partie 5 où on s'intéresse aux fonctions log convexe, hein, c'est-à-dire les fonctions dont le log est convexe. Bon, le début ça va, vérifier que f est une application log convexe, pas trop de difficultés. Il ne faut pas oublier quand même de vérifier que votre fonction elle est bien à valeur dans R plus d'étoiles. Sinon, il y a des gros problèmes quand on veut regarder quel est log convexe, parce que du coup le log n'est pas défini. Et après, je ne vais pas aborder les questions suivantes. Mais voilà, essentiellement, après on montrait que du coup, on avait une relation fonctionnelle et que nos intégrales de Wallis étaient les seules à vérifier cette relation. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus, sinon ça va prendre encore 30 ans. On va plutôt parler de la physique, puisque ensuite on a eu du coup de la physique. Alors, si j'arrive à prendre mon sujet, ce n'est pas un sujet de physique ça.
Ça, c'est mon brouillon. Ah, suite physique que j'ai beaucoup apprécié personnellement, je sais pas vous. Beaucoup aimé ce sujet de physique 1 qui tourne autour de. Pardon, qui tourne autour de. Alors, ce qu'ils appellent les fonctions spéciales, qui est en fait un vrai terme. Je savais pas qu'il y avait des fonctions qu'on appelait les fonctions spéciales. Euh, pour ceux qui seraient intéressés encore les fonctions spéciales, c'est toutes les fonctions qui ne sont pas élémentaires, ou plutôt plus ou moins qui ne sont pas des combinaisons de fonctions élémentaires. Où les fonctions élémentaires, c'est tous les monômes, tous les polynômes, tous les exponentiels, les logs, les sinus, les cosinus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Mais toutes les fonctions gros qu'on rencontre, pas dans la vie de tous les jours, mais toutes les fonctions que vous voyez au lycée, que vous voyez au début de prépa, tout ça c'est des fonctions normales, on va dire. Et donc c'est un sujet qui bizarrement était assez mathématique, j'ai trouvé ce sujet de physique. Puisque du coup on s'intéresse à ces fonctions. Alors il y avait un peu de Python dans ce sujet, c'était bizarre. Bizarre, le Python dans un sujet de physique comme ça. Mais bon. Surtout avec des questions du type la méthode des rectangles médians. Alors, moi j'ai toujours appelé ça la méthode des rectangles au milieu, mais bon, s'ils veulent appeler ça les rectangles médians, mais bon, bref. Qui commence sur des trucs assez classiques, hein, c'est-à-dire alors la fonction de W de Lambert, ça c'est pas classique, mais par contre le tir d'un projectile sans frottement, c'est assez classique. Je pense que tout le monde en prépa a à peu près fait au moins un DM sur le sujet, au moins un DM j'imagine. En plus le début c'est carrément un tir sans frottement, donc là c'est carrément au niveau terminal, tout va bien. Quand on vous demande de vérifier que le mouvement est plan, alors le mouvement est plan, habituellement ce qu'on ferait c'est qu'on appliquerait le théorème du moment cinétique. C'est-à-dire parce que habituellement cette question elle est posée quand on regarde une planète qui orbite autour d'un truc. Et dans ce cas-là, on applique le théorème du moment cinétique en le truc et on constate que notre vecteur moment cinétique, il est constant. Et donc le mouvement est plan. Sauf qu'ici, pas de truc. On tourne autour de rien, donc on va pas appliquer le théorème du moment cinétique. Il y a beaucoup plus simple à faire que ça. Et j'imagine que jusque-là tout le monde a fait ça. C'est que tout simplement vous appliquez le PFD et puis vous allez résoudre pour x les équations horaires et en fait x est constant égal à 0 et donc votre mouvement est plan, puisque si vous avez une composante qui est constante, c'est que le mouvement est plan. Éventuellement le mouvement il peut se faire dans une ligne, mais bon ce dont vous êtes sûr c'est que le mouvement est plan, même s'il y a quand même une première question qui est déjà intervenue pendant ces concours, ça fait 2 fois que je la croise. Rappelez la définition d'un référentiel galiléen, dans quelle mesure le référentiel terrestre peut-il être supposé galiléen? Bon, ça c'est du cours. Notamment le fait que l'approximation pour considérer que le référentiel terrestre est galiléen, c'est que la durée de votre expérience soit négligeable devant la période de rotation de la Terre. Donc quand c'est en gros négligeable devant la période de rotation de la Terre, je sais pas quoi dire de plus. C'est-à-dire que des expériences qui durent quelques secondes, quelques minutes, ça va. Mais des expériences qui durent dans le temps, par exemple le pendule de Foucault, permettent pas de considérer que la Terre le référentiel terrestre est galiléen. Bon, et donc, voilà, des trucs. Quelle est la forme de la trajectoire? C'est une parabole, mais ça tout le monde le sait. Est-ce que c'est symétrique? Une parabole, c'est symétrique. Le seul truc à savoir, c'est un truc qu'on apprend en terminale, en tout cas moi je l'ai appris en terminale, c'est que quand on veut montrer que la trajectoire est parabolique, en fait vous avez une expression ici vous avez les équations horaires, donc x est constant égal à 0. Vous avez y en fonction du temps, z en fonction du temps. Ce que vous faites, c'est que vous exprimez le temps en fonction de y. Et comme ça, vous pouvez exprimer z en fonction de y. Et comme ça, vous voyez que z, c'est un polynôme de degré 2 en y. Et donc, c'est une parabole. Voilà. Le sommet, c'est tout simplement, vous regardez l'instant pour lequel votre la dérivée de z s'annule. C'est-à-dire le moment où, quand vous êtes au pic de votre parabole, c'est... je sais pas quoi dire en plus, quand la vitesse est nulle, quoi. Parce que vous faites comme ça, et puis hop, vous arrêtez, puis hop, vous redescendez. Donc voilà, on regarde quand est-ce que la dérivée de la composante verticale s'annule. Ça vous donne l'instant où vous êtes au sommet. À partir de ça, vous trouvez y et z avec les équations horaires. Et la portée maximale, là, c'est pas bien compliqué. On peut se compliquer la vie si on a envie, mais essentiellement, ce qui se passe, c'est que vous regardez l'abscisse que vous avez au moment où vous êtes au sommet. Vous multipliez ça par 2. Ça vous donne la portée. Voilà. Si vous êtes parti de 0,0. C'est-à-dire que si vous tracez la droite verticale qui passe par le sommet de votre parabole, ça c'est une droite qui fait
qui fait un plan de symétrie pour votre trajectoire, quoi. Bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. L'angle θ0 sur un tiers de portée maximale. Alors ça, avec de l'intuition, on se dit que c'est 45 degrés, parce que c'est le truc qui favorise pas trop le haut et pas trop l'horizontal. Et pourquoi c'est le cas? C'est tout simplement parce que vu que vous avez une expression de votre portée, vous regardez qu'en fait dans votre portée, il y a un truc en cosinus-sinus. Oui, il y a un terme en cosinus-sinus, c'est tout. Et donc pour maximiser un cosinus-sinus, il n'y a pas 36 000 manières. Il faut essentiellement que cosinus soit égal à sinus, et ça arrive quand vous êtes à 45 degrés. Bref, après, tir d'un projectile avec frottement. Bon, alors, encore une fois, des questions classiques. Quelle est la dimension du coefficient alpha pour les frottements? Des frottements, c'est des newtons. Des frottements. Une force, c'est des newtons. C'est-à-dire, pensez à P égale mg. C'est-à-dire, c'est une masse fois une accélération. Et ici, vous avez donc alpha fois v. V, une vitesse. Donc, c'est-à-dire que v, c'est des mètres par seconde. Et vous voulez un truc en kilogrammes par mètre par seconde carré. Donc essentiellement, alpha, ça va être des kilogrammes par seconde. Et donc c'est comme ça que vous pouvez définir un temps caractéristique, puisque du coup, si vous regardez masse divisée par alpha, vous avez une masse divisée par une masse par unité de temps, ça vous donne un temps. À savoir le temps caractéristique. Bon, après voilà, des trucs du style quand t est négligeable devant toi avec votre temps caractéristique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez essentiellement une droite, votre trajectoire c'est une droite. Alors, les frottements n'ont pas encore fait effet, vous êtes dans la phase ascendante. Quand t est très supérieur à taux, vous avez atteint votre vitesse limite, v infini. Encore une fois, quand on s'intéresse à la vitesse limite, même truc que d'habitude, donc PFD, ça veut dire que votre accélération est nulle. Donc c'est comme ça que vous déterminez votre vitesse limite. Et essentiellement, donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la situation où t est très supérieur à taux? C'est qu'on est dans la phase de chute et notre trajectoire, c'est encore une droite, mais qui est vers le bas, quoi. C'est une droite, en vrai, c'est une droite verticale, si on fait une approximation à l'ordre 1. Déduire des résultats précédents, l'allure de la trajectoire, essentiellement, vous avez du coup, vous montez, hop, puis après, donc ça, c'est la phase ascendante. Vous avez un petit moment en chute libre, vous avez un bout de parabole, et ensuite, c'est quasiment une chute verticale. Quasiment une chute verticale. C'est pas tout à fait une chute verticale, mais presque. Bref, et après on avait un truc avec un peu de maths, du coup. On s'intéressait à une fonction, voilà, la fonction qui a qui associe qui exponentielle de x. Donc différents trucs. Bon, précise son tableau de variation, prenez le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, votre fonction est croissante. Si la dérivée est négative, votre fonction est décroissante. Ici, elle alternait, elle était décroissante puis croissante. Éventuellement, il faut regarder le point où votre dérivée s'annule. Oui. Ou des j'ai rien plus à dire. Après, on nous demande de calculer la valeur de w de 0. W de 0, ou w du coup c'est la réciproque de notre fonction t. T de w de 0 c'est 0. Donc w de 0 c'est 0. Voilà. Sachant qu'en plus on pouvait le lire sur la figure 2, mais c'est pas grave. Et à partir de ça, on pouvait aussi en déduire w' de 0, ce qui était utile. Puisque du coup, w' de 0, on avait la relation donc qui exponentielle de w de qui, le tout facteur w' de qui, ça vaut 1. Donc vous évaluez tout ça en 0. Et ça vous dit que la dérivée en 0 vaut 1. Et ensuite, on demande d'appliquer la méthode de l'air. Alors là, je vais sortir mon brouillon, ce sera plus simple pour expliquer. Si je retrouve la partie de mon brouillon qui parle de ça. Non, je vais jamais retrouver. Ah, voilà. Donc, il y a même un bout de code Python qui est écrit sur cette feuille, ce qui est fantastique. Essentiellement, la méthode de l'air, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez W', c'est WT plus DT moins W de T sur DT en approximant. Et du coup, vous pouvez dire, voilà, W de T plus DT, c'est W de T plus DT, W' de T. Et W' de T plus DT, ça, on le reconnaît grâce à l'équation que le sujet nous donne. Et en faisant comme ça, du coup, on peut faire un petit script Python pour calculer les valeurs de W de T. Puisque du coup, on va à chaque fois utiliser les valeurs qu'on a calculées juste avant. Avec notre pas de temps dt. Alors je crois qu'on l'appelait h ici, le pas de temps, mais on s'en fiche. Et à la fin, donc on montrait 2-3 trucs par rapport à l'angle maximal, etc. Bon, bref. Ensuite, on passe encore sur un truc classique. C'était vraiment pas mal de trucs classiques. Un pendule. Même si c'était assez cool. Alors l'intégrale elliptique de première espèce, on s'en fiche de ça en particulier. Ce qui compte, c'était que c'était le pendule habituel.
dans lequel on ne faisait pas l'approximation qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on dit que sinus θ, c'est θ, on se place dans l'approximation des petits angles qui permet de résoudre tout beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que c'est une approximation et qu'elle est valable que pour les petits angles. Donc, c'est la première chose qu'on fait ici. C'est-à-dire que, d'abord, on trouve l'équation différentielle sur notre angle, θ. Donc ça, il y a 3 manières de le faire. PFD, théorème énergétique, théorème du moment cinétique. Moi, je prends le théorème du moment cinétique tous les jours, je le préfère. Voilà, je trouve que c'est le plus élégant des trois et le plus efficace, mais un PFD, ça fonctionne très bien, et les théorèmes énergétiques, ça fonctionne très très bien aussi. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Une fois qu'on a notre... En plus, ça donne les trois donnent les mêmes équations. Une fois qu'on a notre équation, du coup, on fait l'approximation des petits angles, on établit la période. Pour ça, on part de la pulsation, oméga 0 au carré, et on trouve la période, ça c'est immédiat. Propriété remarquable de la période dans le cadre de cette approximation. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est que la période ne dépend pas de l'angle initial. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé à dire sur la période. J'ai pas vu grand chose d'autre à dire. D'autant plus que, en fait, on remarque après, du coup, avec notre expression que je n'ai pas réussi à montrer. J'étais un peu déçu. J'ai pas réussi à montrer l'expression de la période. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que essentiellement, la période des oscillations du pendule dépend de notre angle initial. Puisque déjà, c'est une intégrale qui va de 0 à θ0. Et surtout, dans cette intégrale, on a du cos θ0 qui intervient. Donc là, pour le coup, voilà. Même on montre que voilà, ça vaut une certaine fonction qui dépend de θ0. Donc, on demande de tracer le graphe, faire la méthode des rectangles au milieu, compléter un code Python, tout ça, c'est pas super passionnant. Ici, voilà, il faut relever des valeurs sur un graphe. Vous pouvez remarquer, j'ai fait des petits traits pour relever les valeurs. Et puis tout va très bien. Dans quelle relation courante rencontre-t-on la cycloïde? Ça, c'était la dernière question de cette partie. Alors moi, j'ai dit une réponse, mais je vais vérifier quand même si tout va bien, parce que je ne l'ai pas vérifié depuis. Mais oui, voilà. La cycloïde, c'est bien la courbe tracée par un point sur une roue de vélo. C'est-à-dire, pas depuis le vélo, mais depuis l'extérieur. Si vous regardez un point sur une roue de vélo, il fait des cycloïdes. C'est presque... Ça ressemble un peu à des paraboles. C'est pas vraiment des paraboles, ça ressemble un peu à des bouts de cercle qui sont très distordus. C'est pas des cercles distordus, mais voilà, c'est des cycloïdes. Et ça correspond à ça. Donc ça, c'est une situation courante dans laquelle on rencontre la cycloïde. Courante, moi ça m'arrive pas tous les jours de tracer la trajectoire d'un point sur une roue de vélo quand le vélo roule, mais c'est peut-être que moi, peut-être que c'est un truc commun. Dites-moi, est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous tracez des cycloïdes? Je suis intéressé pour votre réponse, pour le coup. Et après, on regarde donc, sans plus attendre, la fonction d'erreur de Gauss, ERF. Voilà, ERF de qui? Donc pour error function, fonction d'erreur. Donc, qui tourne autour de la conduction thermique. Pour le coup, on introduit au problème de Lord Kelvin, qui encore une fois est assez classique. Ce sujet était assez classique, combiné plusieurs sujets classiques, j'ai l'impression, où on nous dit que Lord Kelvin avait estimé l'âge de la Terre à 65 millions d'années. Coup dur pour Lord Kelvin, qui n'avait pas connaissance de la radioactivité. Voilà, à l'époque, c'était pas découvert. Puisque essentiellement son calcul est tout à fait valide s'il n'y a rien pour réchauffer la Terre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on doit dire, c'est qu'en fait, il y a de la radioactivité naturelle qui ne réchauffe pas la Terre, mais ralentit le refroidissement. Et donc, voilà. Même si techniquement, dans le calcul, en plus, on ne prend pas en compte le réchauffement par le Soleil, etc. Mais bon, bref, on s'en fiche. Donc après, ça tournait autour de la conduction thermique. Pour le coup, là, c'était assez classique jusqu'au moment du coup où on nous introduit notre fonction ERF. Et là, par contre, j'avais plus vraiment le temps. Donc, j'ai pas fait grand-chose sur les 3 dernières questions. Mais cette partie-là, globalement, était assez sympa, c'est ce que je peux dire. Après cette partie-là, je l'ai pas vraiment traitée. Mais c'était un sujet qui, en soi, donc voilà, était vraiment super sympa. Moi, j'ai plutôt apprécié. Je sais pas vous, je pense que c'est en partie parce que j'aime beaucoup les maths que j'ai apprécié. Je pense que des mecs de PC n'auraient pas trop apprécié le sujet. Ils auraient trouvé qu'il n'y a pas assez de physique dedans. Mais bon, il en faut pour tout le monde finalement. Et puis je ne vais pas développer plus que ça, puisqu'on va passer à la suite. La suite, c'est l'épreuve de langue vivante, l'anglais. L'anglais, c'est toujours très sympa aux mines parce que c'est assez unique. Même si c'est un peu barbant dans le sens où c'est 2 questions et un thème. Bon, les thèmes sont toujours intéressants. Enfin, moi, je trouve ça amusant de faire des traductions, même si la difficulté peut varier. Est-ce que je vais faire une traduction en direct sans mon brouillon? Donc ici, notre texte, c'est un extrait de la définition du bonheur.
Un texte un peu long, vite fait. Et donc essentiellement le texte nous dit Irina had found an excuse to get rid of her daughter and drown herself in wine and in cheap wine and whiskey. Won't you feel alone? In August we work full time. Not at all. I brought books and I'll help you at the restaurant ou at the diner. Moi j'ai dit at the diner parce que je trouvais que restaurant c'était un calque. No way, you're here on your holidays. It was nice to be spoiled. Pour dire il était agréable d'être traité en enfant gâté. The resort, pour dire le club de vacances, managed by Jack and Paulette, was at the end of a long road on small peninsula. Paulette parked in front of the main building. Clarice stepped out of the car. It was her 6th summer here. She felt at home. She felt home, là vous pouvez dire ce que vous voulez. Jack rushed out of the office and hugged her. And here is the prettiest. You have not changed. Je donne mon meilleur accent français. You have not changed at all. Paulette laughed. I just told her the opposite. Voilà, c'est mon meilleur accent en anglais. Non, j'ai un peu la flemme de faire un bel accent là pour le coup. J'espère que ça aurait été utile pour ceux qui auront eu des doutes sur la traduction. Bon, et après c'était un texte voilà, sur l'ouverture d'un théâtre dans un coin paumé en Angleterre. Bon, première question, quels étaient les qu'est-ce que le théâtre ramène et quels étaient les enjeux majeurs. Bon, voilà. Pas grand-chose à dire. Et après, fallait développer un peu sur à quel point la culture, à son sens le plus large, peut réduire les inégalités sociales. Ça, c'était pour l'anglais, hein, toujours, donc, parce qu'il y avait d'autres langues, bien évidemment, mais bon, moi, j'ai passé l'anglais. Bon, c'était pas super passionnant, mais ça passait bien tout seul, voilà. Bref, sans plus attendre, la suite. La suite, c'était donc l'épreuve de chimie, parce que du coup, ça dure 1h30 l'anglais, donc il faut être assez rapide. Mine de rien, moi j'avais un peu de temps à la fin, mais il faut être assez rapide. Et après, il y avait l'épreuve de chimie des mines qui dure aussi 1h30. J'ai cru pendant un instant que j'avais 2 sujets de chimie, après je me suis juste rendu compte que c'était en fait 2 sujets qui avaient la même couleur, c'est pas grave. Donc, sujet de chimie qui tourne autour du complexe de chrome CrO5. Bon, pour le coup, les premières questions étaient assez faisables, pas trop de soucis de ce côté-là. J'étais assez content de croiser du peroxyde d'hydrogène, parce que bon, bah, c'est toujours sympa. Peroxyde d'hydrogène, notamment parce que j'avais vu une vidéo pour ceux qui connaissent la chaîne Explosion and Fire, donc explosion et flamme, une chaîne de chimie, je vous assure. Le gars, c'est un Australien et il avait fait du peroxyde d'hydrogène, je crois qu'il est monté à 85%, je sais plus combien, parce que le peroxyde d'hydrogène c'est juste H2O2, mais quand c'est concentré très très fort, c'est très très violent et très très dangereux surtout. Quand c'est fortement concentré, hein, parce que sinon le peroxyde d'hydrogène c'est utilisé des fois comme désinfectant par exemple. Bref, je vais pas m'étendre plus sur le peroxyde d'hydrogène. J'ai pas une passion enfin si, j'ai peut-être une passion particulière pour le peroxyde d'hydrogène, mais ça vaut pas le coup que j'en parle pendant une demi-heure. Donc la première partie c'était des questions assez classiques du type formule de Lewis, nombre d'oxydation, ce genre de choses. Même s'il fallait faire un peu attention pour les nombres d'oxydation, puisque justement on n'était pas dans le cas classique où le nombre d'oxydation de l'eau vaut -2, puisque c'est le cas, habituellement le nombre d'oxydation de l'eau vaut -2, sauf quand l'eau est en présence, quand votre oxygène, pardon, c'est le nombre d'oxydation de l'oxygène, sauf quand l'oxygène est en présence d'atomes plus électronégatifs. Puisque pour rappel, pour déterminer un nombre d'oxydation dans une molécule, essentiellement, vous regardez votre atome, il a des liaisons covalentes avec d'autres atomes, et pour faire simple, on regarde en fonction de l'électronégativité. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme si on brisait les liaisons covalentes, mais on dit qu'à chaque fois, c'est l'atome le plus électronégatif qui récupère les électrons. Donc par exemple, dans H2O, vous avez un hydrogène, un oxygène, un hydrogène, et chaque hydrogène a une liaison avec l'oxygène. Donc on casse ça, de manière... c'est juste pour le calcul. On casse ça et on constate que, sans trop surprise, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, parce qu'il est tout à droite dans le tableau, l'oxygène. Enfin, pas tout à fait tout à droite, mais il est beaucoup plus à droite que l'hydrogène, donc il est plus électronégatif. Donc, l'oxygène, dans cette situation théorique, il récupérerait
volerait en fait à chaque hydrogène, il volerait à chaque hydrogène un électron. Et donc il gagnerait 2 électrons. Donc il a un nombre d'oxydation de -2 et l'hydrogène a un nombre d'oxydation de +1. Sauf que ici, ce qui se passe, c'est que le chrome est plus électronégatif que l'oxygène, en tout cas si je ne me suis pas trompé. Hein. Et donc par exemple que dans notre CrO5, dans notre composé CrO5, bah, ici le chrome il a formé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons covalentes avec des oxygènes. Il y a une liaison double et 4 liaisons simples. Et s'il est plus électronégatif que l'oxygène, ça veut dire que quand on brise arbitrairement ces liaisons, bah, le chrome va récupérer tous les électrons mis en jeu, et donc il va gagner 6 électrons. Et donc il aura un nombre d'oxydation de -6. Voilà. Après, il y avait plein de commentaires à faire sur les distances entre les atomes des différentes molécules. C'était assez marrant. Et après, mesure de trucs, de constantes en milieu acide, ça c'était un peu plus tendu. Et il y avait une question assez marrante où il fallait déterminer la couleur de la solution. Ça c'était assez drôle. On disait que la longueur d'onde c'était 580 nanomètres, je crois. Ce qui fait que ça tombait entre le jaune et l'orange. Ça tombait pas tout à fait sur là où c'était à 5 nanomètres du jaune. Mais en même temps, quand on regarde, pour passer de l'orange au jaune, il y a 35 nanomètres. Donc 5 nanomètres, c'est pas négligeable sur 35. C'est 1/7, c'est 15% de la distance. Donc quand même, j'ai pas dit que c'était indigo, parce que du coup il faut prendre la couleur opposée, hein, puisque si vous absorbez à une certaine longueur d'onde, bah, ce que vous émettez c'est à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc j'ai pas dit que c'était indigo tout à fait, j'ai dit que c'était indigo bleu parce que ça absorbe du jaune orange. Et donc voilà. Je vais pas mettre en plus que ça sur le sujet parce que c'est très très long quand même là déjà. Ensuite on avait la deuxième preuve de physique qui m'a rappelé l'épreuve de physique de l'année dernière de Polytechnique, qui tourne autour des ressorts, le module Young, tout ça, c'est-à-dire généraliser les déformations à des solides, la déformation des milieux continus. Sujet assez court, assez intéressant. Il fallait prendre pas mal d'initiatives, pas mal d'intuitions à avoir dans ce sujet. C'est un bon entraînement, je pense, pour ceux qui veulent s'entraîner sur de la mécanique, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de physique évoluée, on va dire. Il y avait un peu de mécanique quantique, mais c'est tout. Et ensuite, je vais essayer d'accélérer un peu. On finit avec l'épreuve d'informatique commune, si j'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. On finit donc avec l'épreuve d'informatique commune, qui n'était pas passionnante. Enfin si, en vrai oui, non, je dis elle n'était pas passionnante, en vrai si, c'était intéressant, c'est juste que c'était pas de l'informatique informatique. Dans le sens c'est pas de l'informatique hautement théorique, mais en fait non, c'est même assez intéressant, dès lors qu'on s'intéresse, c'est intéressant dès lors qu'on s'intéresse, voilà, méditez là-dessus, dès lors qu'on s'intéresse non pas à l'informatique en tant que haute discipline intellectuelle où on fait des machins et des trucs, mais en tant que comment ça fonctionne un ordinateur. Et bien là c'était vachement intéressant en vrai parce que du coup comment votre ordinateur il fait pour comment votre logiciel d'édition de texte préféré fait pour éditer du texte. Alors pas l'édition, gérer les phrases, les machins, les trucs, mais comment il fait pour choisir la police, comment il sait qu'il faut mettre ce pixel là blanc et pas l'autre, ou noir et pas l'autre plutôt, puisqu'en là on écrit noir sur blanc. Bref, donc ça présentait ce truc là en fait. Même si bon, c'était pas très challengeant. Voire pas du tout, sauf dans les dernières parties. En gros, au début, on s'intéressait à comment passer d'une représentation vectorielle à une représentation matricielle, on va dire, dans le sens où si je représente avec des vecteurs, c'est plus ou moins c'est continu quoi. Et les pixels, c'est très discret. En fait, on a une matrice de pixels et donc, par exemple, comment tracer une diagonale quoi entre deux points, c'est pas tout à fait évident. Et c'est de ça que parle le sujet, même si bon, alors ça aurait été vraiment trop compliqué je pense, mais ils n'ont pas abordé les caractères dessinés de manière un peu compliquée, c'est-à-dire dès lors qu'il y a des courbes ou des machins comme ça, parce que là en gros on nous a juste dit que en gros un caractère c'est des points reliés entre eux, fini. Dans la vraie vie véritable c'est pas ça, c'est-à-dire que quand vous voulez faire des beaux trucs avec des belles courbes et tout, c'est vraiment des courbes mathématiques. On peut faire, je sais pas, avec des courbes de Bézier ou des machins qu'on veut, quoi. Et du coup, bah, c'est pas juste des points reliés entre eux. Non, c'est plus compliqué. Mais bon, ça aurait été clairement en dehors du sujet.
Bref, et ça finissait par contre avec les dernières questions qui étaient un peu plus tendues, donc c'était sur la gestion de paragraphes. Comment faire pour pour que les paragraphes soient bien harmonieux, etc. Mais bon, je vais pas m'étendre plus sur ce sujet, j'en suis déjà à 1h14 de vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Vous savez quoi, même comme on finit sur de la typographie informatisée, si vous avez tenu jusqu'ici, si vous avez survécu non pas seulement à cette vidéo, mais aussi la semaine des mines, n'hésitez pas à me dire, je sais pas, dans les commentaires, dites-moi votre éditeur de texte préféré, voilà. Par exemple, moi, c'est Typora, voilà. J'adore Typora pour écrire. Je suis pas sponsor, hein, mais je déteste Word, je déteste... c'est à peu près la seule chose qui existe. Il y a l'équivalent pour Mac, qui est aussi pas super bien. Et il y a les trucs LibreOffice, qui sont pas super bien, qui sont même mauvais. Bon, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui vont sortir des logiciels obscurs, qui datent d'il y a 3 siècles, mais c'est pas grave. Sur ce, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, puisqu'on va attaquer la semaine avec Central. Voilà, Central, donc ça va être le rush final. C'est pas un rush, c'est un marathon final. Ça existe un marathon final, comme ça, au lieu d'un rush final. Courez 40 km pour finir votre journée. Je sais pas. Mais ça va être ça, en tout cas. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et que ça vous aura été utile. Vous connaissez la routine, vous êtes grand, hein, si vous voulez vous abonner pour voir les prochaines vidéos, notamment la semaine prochaine. Je répète, il y a Central. Si vous voulez partager pour vous moquer de vos amis, voilà, qui ont lamentablement échoué, n'hésitez pas. Voilà, comme ça, quand vous aussi vous échouerez, ils pourront se moquer de vous. Et on va tous se moquer de nous entre nous, et ce sera très triste et on va tous pleurer. Sinon, vous pouvez laisser un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire. N'hésitez pas, j'y répondrai. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!